Bien, écoutez, je vais déjà appeler les participants à la table ronde. Philippe Queneau. Alors, Philippe est le directeur central des ressources humaines, innovation et développement social du groupe Bouygues. Vous voyez le titre. Un autre Philippe Axus. Philippe Axus, responsable New Ways of Working, HR, groupe BNP Paribas. Donc, tu fais les transformations aussi. Alors, pour une fois, nous avons une table ronde un peu équilibrée. Ce n'est pas comme celle de samedi soir que j'ai animée sur la bienveillance. Voilà. Philippe Axus, Lydie Breton. Lydie est directrice de l'innovation sociale et des projets qualité de vie de Sodexo. Peut-être au milieu. Catherine Frade, docteur en pharmacie, coach et psychologue du travail, fondatrice de la société Steliax. Et Jérôme, le secrétaire du PATIS, directeur pilotage des transformations et conduite du changement au sein de la BPCE, la DRH Group. Je vous en prie. Ben non, j'ai pas de siège. On a oublié. Bon, alors, pour terminer la journée, on est très fatigué, parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard, mais on va rendre cette table ronde vivante. Alors, la première question, on a entendu beaucoup d'interventions très intéressantes sur ce qu'est le CARE. Et je dois dire, j'en ai appris beaucoup au cours de la journée, donc à titre personnel. Et donc, je vais vous poser une première question qui est toute simple, puisque certains d'entre vous n'étiez pas là en début de journée. Donc, c'est intéressant d'avoir un peu votre définition du CARE. Et j'aimerais entendre, par exemple, Lydie nous parler un peu du CARE, en tant que responsable chez Sodexo de la qualité de vie au travail. Oui, alors je vais vous faire une réponse en deux parties. Vous êtes déjà prévenus. La première, je vais m'adresser à votre cerveau. Chez nous, chez Sodexo, on a des collaborateurs qui sont disséminés sur plus de 4000 sites. Il y a plus de 100 métiers différents. On a beaucoup de gens qui sont femmes de ménage, qui sont caissières, qui travaillent debout toute la journée, qui n'ont pas forcément des gros niveaux de diplôme. Donc forcément, ce qu'on fait autour du CARE est imprégné de ça. Donc moi, je suis repartie de la pyramide de Maslow en me disant prendre soin des gens, c'est d'abord savoir comment ils fonctionnent et ce dont ils ont besoin. Donc il y a vraiment 3 gros étages d'identifier. La pyramide, on l'a simplifiée. Donc d'abord, prendre soin de leur dimension physiologique, physique et de sécurité, leurs besoins par rapport à ça. Ensuite, leurs besoins plutôt d'appartenance et de reconnaissance. Et puis, dans une dernière dimension, plutôt leurs besoins en matière d'épanouissement et de développement. Première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, vous êtes assis plus ou moins depuis ce matin, là en tout cas depuis au moins 3 heures. Et je pense que votre cerveau, il a fait que de digérer de l'information. Donc on va faire une définition du CARE qui va être un petit peu plus dans le reste du corps. Donc je vais vous demander de vous lever, ici aussi. Un peu de physique, là. Et déjà de commencer par vous étirer un petit peu, parce qu'on est là, on est assis, c'est quand même un peu compliqué. Ce que je vous ai pas dit, c'est que moi j'ai fait du sport de haut niveau pendant très longtemps. Donc forcément, ce que je fais autour du CARE, il est connecté avec ça. Enfin, donc, un peu la tête aussi, les cervicales. Et puis c'est important de retrouver un petit peu d'énergie, alors on va applaudir. C'est pas mal, mais je pense que vous pouvez mieux faire. Donc vous allez applaudir maintenant en vous disant ah, c'est quand même bien cette journée, on a appris plein de trucs. C'est du moment qu'on se consacre aussi pour nous, pour s'inspirer. Alors vous allez applaudir un petit peu plus fort, notamment pour remercier aussi Esprit de Service d'avoir fait tout ça. Ça chauffe un peu plus, c'est mieux. On va en faire une dernière fois. Et là, vous allez peut-être fermer les yeux quelques secondes en vous disant « Ok, là, dans les semaines et les jours qui viennent, je suis hyper inspirée. Il y a des choses que je vais changer. Je vais être un manager héros. Ouais, je vais oser, je vais prendre des risques et je vais être la personne que je rêve d'être. » Et là, c'est vous que vous allez applaudir. Maintenant, vous pouvez vous rasseoir. Je pense que vous êtes fait du bien, là. Vous avez un petit peu plus d'énergie.
Et ça, certes, c'est fun, mais ça s'appuie aussi sur les neurosciences et sur le fait que là, on a retrouvé de la ressource pour être plus attentif, plus actif, pour que le cerveau imprime mieux ce que nous, on vous raconte. Donc, c'était un petit peu égoïste ce que j'ai fait là, et que vous mémorisiez davantage ce qu'on vient de dire. Merci Lydie. Philippe Axus. Alors, moi, j'ai 3 réponses sur la définition, en fait, du CARE. La première, c'est celle que je ferais, mais j'avoue que je n'étais pas là ce matin, et sans doute, vous avez tous à peu près le même niveau d'information. C'est prendre soin de l'autre. Alors, après, je m'intéresse aux synonymes. Prendre soin de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ? Le respect, la bienveillance, la confiance, l'écoute, la générosité, l'authenticité. Alors, il y a un point commun dans tous ces synonymes, en fait, c'est que ça ne se décrète pas. Donc c'est bien la démarche vers l'autre. Ensuite, si on remonte sur l'entreprise, c'est améliorer les conditions de travail. On parle de CARE, on parle de conditions de travail, je pense. Relation en entreprise avec les collègues et les managers. Alors il se trouve que chez nous, on a fait pas mal d'études sur tout ce qui est QVT, bien-être au travail et autres, et qu'en fait, c'est ce qui ressortait en premier. C'est les relations avec ses collègues et les relations avec ses managers. Enfin, par rapport au RH, je pense que le mot d'ordre, c'est que le collaborateur puisse dire « je me sens bien ». Alors, aider le collaborateur à prendre du plaisir, orienter le collaborateur vers ce qu'il aime. Et je pense que ça, c'est un point important. On ne fait très bien que ce qu'on aime bien. Enfin, il faut que ce soit aussi gagnant-gagnant pour l'entreprise. On n'est pas une association de loi 1901, donc on a forcément des choses à faire qu'on n'aime pas faire. Voilà, c'est tout. Il faut aussi savoir que BNP Paribas, c'est à peu près 200 000 collaborateurs, et donc 73 pays, avec des cultures différentes. Et quand on parle de confiance, et j'ai bien aimé votre exposé tout à l'heure en français, c'est pas quelque chose par défaut. Si vous adressez à un Nordique, il va vous dire « je fais confiance par défaut ». Alors quand ils arrivent en France, on leur dit « lui, tu peux lui faire confiance, elle, tu peux lui faire confiance ». Et finalement, ils sont un peu étonnés parce qu'ils se disent bah, « attends, par défaut, on fait confiance à tout le monde ». C'est plutôt l'inverse. Voilà. Merci Philippe. D'ailleurs, le débat sur la confiance, l'autre jour, dans un autre, on faisait l'écart avec les gens qu'on qualifie de fiables. On ne fait pas confiance à quelqu'un de fiable, par définition, il est fiable. Alors, ce CARE, on l'a vu depuis ce matin, c'est intéressant parce qu'on a vu des cas d'entreprise, on a vu ce cas formidable du Royal Mansour, vraiment, je trouve, un leader inspirant. En quoi cette notion du CARE questionne l'organisation, le management et les modes de fonctionnement? Alors j'ai envie de poser la question à Catherine, qui a une double expérience. Vas-y un petit peu sur la question de l'organisation. Donc je vais repartir de la définition qui a été donnée là et qui a été illustrée ce matin. Donc le CARE, c'est prendre soin, mais en fait ça a plusieurs traductions par rapport au mot anglais. C'est pour ça qu'on garde le mot anglais. Et donc on ne peut pas prendre soin de soi si on prend soin des autres si on ne prend pas soin de soi. C'est intéressant comme lapsus d'ailleurs. Et donc forcément ça questionne directement la relation aux autres, le CARE. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le travail, plus les sociétés sont grandes, plus on s'organise avec une structure formelle, un organigramme, des fiches de fonction, des procédures, des process, des indicateurs, etc. Et là, en fait, le CARE, ça réhabilite au centre du débat tout ce qu'on appelle les structures informelles, c'est-à-dire justement les relations entre les gens, les relations affectives. Et ce qui fait qu'un travail peut se faire correctement, c'est parce que cette partie-là est fluide. Et cette partie-là est fluide si les gens ont cette intelligence émotionnelle. Et finalement, l'intelligence au travail, c'est justement pouvoir interagir avec des gens qu'on n'a pas choisis, a fortiori encore plus ses clients, mais même ses collègues, ça ne serait pas forcément des amis, mais au final, il faut qu'on travaille ensemble. Donc le CARE, jusque-là, on disait, c'était réservé pour les infirmières, on disait c'est des femmes, parce que naturellement, elles savent faire bien ça. Mais en fait, il n'y a rien de naturel, c'est parce que ce sont des valeurs féminines. Et en fait, c'est la réintégration des valeurs féminines dans la société. Et c'est bien pour ça qu'on demande aux femmes d'aller au COMEX en complément, et pas en remplacement, des valeurs masculines, du faire et de l'action. Donc forcément, ça pose des limites des questions sur les limites entre les deux. Alors pour vous donner quelques chiffres, puisque je sais que vous aimez bien les indicateurs, les structures formelles, en fait, c'est soit 20 à 40% du temps de travail.
et que pour que sa mission fonctionne bien, il faut investir sur les structures informelles. Et là, c'est 60 à 80% du temps de travail. Ensuite, si on se situe sur la communication en elle-même, je pense que vous savez tous que les mots, c'est que 7% de la communication, que tout le reste, c'est l'intonation de la voix, le langage verbal, etc. Que personne ne nous apprend en France, en tout cas en Occident, à utiliser ça. Donc en fait, même si on veut une marge de progrès et qu'on est hyper bon, excellent côté procédural et formel, on a une marge de progrès nettement plus importante en investissant sur l'informel, sur le ressenti, sur la communication non verbale et sur les neurones miroirs. Alors évidemment, si je vous dis, je vais vous faire une formation aux neurones miroirs, l'utilisation de ces neurones miroirs, que je peux tout à fait vous faire, je pense que personne s'y inscrirait parce que vous ne voyez pas bien à quoi c'est. Mais en fait, c'est la 3e catégorie de neurones qu'on utilise inconsciemment. Là, il n'y a pas y croire ou pas y croire. Ils sont à l'œuvre. C'est prouvé scientifiquement maintenant grâce aux neurosciences. Et l'épigénétique montre bien que l'environnement, que ça soit contextuel, environnemental et avec les gens avec qui on est en interaction, joue sur notre physiologie, sur notre état émotionnel. Vous allez voir un film drôle, vous sortez enjoué, vous allez voir un copain qui est malade à l'hôpital, vous sortez plombé, ça ne peut pas être autrement. Donc la même chose si vous êtes dans un open space avec quelqu'un qui vous bouffe l'énergie ou qui râle tout le temps, pour reprendre ce que j'ai vu de la fin de l'intervention de Florence, ou que vous allez vous occuper de gens malades, et c'est bien pour ça que les burn-out ont démarré avec les personnels soignants à l'hôpital. Donc, si je retiens une chose, care, c'est l'informel, en gros. C'est informel. C'est l'importance de l'informel. C'est l'importance de l'informel, et donc ça questionne énormément, parce qu'on a l'habitude d'indicateurs, de contrôle, etc. Donc, comment on va faire pour développer ça en entreprise, alors que derrière, on nous demande des indicateurs chiffrés. Mais ça se voit sur le visage. Des gens rayonnants, ça se voit. Très bien. Et en plus, on a maintenant des machines qui le repèrent facilement. On l'a vu avec Thierry. Donc, on va savoir tout. Hein, on rentre. Alors, Jérôme, chez BPCE, en quoi ça impacte les modalités de fonctionnement, l'organisation, tout ce qui est un peu à la fois le visible et puis peut-être l'invisible? Alors, déjà, nous, on a un exemple, Maryse. Regardez, si ça se voit, regardez, Maryse l'incarne bien. Voilà, c'est juste un aparté. Cette joie de vivre. Nous, BPCE, notre conviction, c'est que la pérennité des entreprises du groupe, elle tient à un triptyque. Ce triptyque, c'est bien évidemment, c'était dit, c'est la performance financière, mais elle tient à la satisfaction des clients et à la qualité de vie au travail des collaborateurs. Le care, c'est prendre soin, ça a été dit. Donc il y a plein de choses d'en prendre soin. Le point pourquoi ça impacte également l'organisation de management, c'est qu'on peut faire plein de choses. Si la relation avec son manager ou les collègues au quotidien est détestable, on peut avoir tous les périphériques possibles, on peut faire du yoga, de la sophrologie, des baby-foot. Le care et la qualité de vie au travail et la qualité du travail sera détestable. Donc c'est important de travailler sur qu'est-ce qui fait le travail, comment le management est transformé et impacté par le care, et puis on y reviendra sur les illustrations, sur des choses extrêmement concrètes que l'on mène à BPCE. D'accord. Merci Jérôme. Réponse courte. Alors, évidemment, ce que tu viens de signaler, c'est un peu la question du pourquoi. Parce que toutes ces expériences de care, se posent la question, au-delà du baby-foot, des salles de gym, etc., c'est finalement pourquoi. C'est la question du sens. Alors, moi, j'ai envie d'interroger Philippe, l'autre Philippe, parce que le problème, c'est que j'ai deux Philippe A. Alors, il faut que je dise à chaque fois Philippe C, Philippe A. Alors, Philippe C, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sens, finalement? En quoi la question du sens est-elle interpellée par le care? Alors pour moi, la question du sens, elle est importante dans la mesure où c'est le sens qui porte finalement le projet de votre entreprise. Et ce sens fait écho à la fois aux individus, aux collaborateurs et bien évidemment aux consommateurs. Alors, pour définir le sens d'une entreprise, si on regarde les valeurs, la mission, la vision. Moi, je travaille chez Bouygues. Si je vous dis l'ambition ou l'objectif ou la vision de Bouygues, c'est être la première boîte du CAC 40. Bon, vous, à la limite, vous pouvez le comprendre. Je ne suis pas sûr que nos 115 000 collaborateurs soient hyper motivés par cet objectif, qui est évidemment tout à fait louable. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit avec ça qu'on réussisse à les transcender. En revanche, si on leur dit qu'on va apporter le progrès humain dans la vie quotidienne de nos clients,
Là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus à la fois incarné, vécu, et ça nous permet d'apporter à nos collaborateurs à la fois des attentes et à la fois des objectifs qui sont plus en lien avec une notion de sens qu'ils peuvent avoir. Peut-être un autre point, ce qui concerne l'expérience collaborateur, puisqu'aujourd'hui l'expérience collaborateur est centrale dans le dispositif de nos structures. J'ai envie de vous parler puisque j'ai été, les 20 dernières années, j'étais le DRH de Bouygues Télécom, donc une structure que j'ai connue au début et puis jusqu'à il y a 2 ans maintenant. Et quand vous arrivez sur un marché, vous êtes le 3e entrant, que vous avez un réseau qui est plus petit que celui des copains, qui est évidemment, vous avez moins de finances, moins de valeur, moins d'expérience, et vous n'êtes absolument pas crédible puisque vous êtes le dernier entrant. Comment vous réussissez à transcender vos collaborateurs pour qu'ils aient envie tous les jours de faire mieux que les autres, sachant que faire mieux, c'est quand même compliqué quand on arrive un petit peu après tout le monde. Et une de nos postures, une de nos positions par rapport au sens a été de dire à nos collaborateurs, et à l'ensemble de nos collaborateurs en particulier, ceux de la relation client, de leur dire que finalement c'était le client qui était central et que c'était lui qui nous permettait de développer, de déployer notre entreprise. Alors je ne sais pas si Vinette Nayar avait écrit son bouquin en 96 ou s'il l'a écrit après, puisque lui maintenant il dit que c'est le collaborateur d'abord, le client ensuite. Nous à l'époque, alors désolé, mais en 96 on disait l'inverse, voilà, comme quoi. Et c'est ce qui nous a permis à la fois de nous différencier et surtout d'avoir une formidable, je dirais, ambition vis-à-vis de nos équipes, en leur disant encore une fois que c'était l'attention qu'ils portaient à nos clients, la manière avec laquelle les clients étaient traités, que l'entreprise pouvait à la fois se déployer, être dans le succès, et évidemment le succès de l'entreprise était leur propre succès. Rassure-toi, il l'a écrit en 2010 et l'un de tes collègues et concurrents, pour une couleur qui tire vers l'orange, m'a répondu. Il parle d'abord d'employés. On ne veut pas le voir. Il faut parler du client d'abord. Mais on verra ce que. Alors, Lydie, ton expérience finalement sur le sens, sur le pourquoi de ces démarches CARE, comment ça s'organise un petit peu peut-être ? Alors chez Sodexo, le positionnement il est d'améliorer la qualité de vie de nos consommateurs. Du coup, il y a quand même une grosse évidence entre ce positionnement client et le fait de s'appliquer à nous-mêmes, à nos propres collaborateurs, ces convictions-là. Sauf que dans le quotidien, on n'y arrive pas toujours. Surtout qu'avec des réorganisations, parce que marché en crise, parce qu'il faut retrouver de la compétitivité, ça fait que voilà, on a bougé les organisations un petit peu dans tous les sens. Et les individus là-dedans ont perdu le sens de leur quotidien. C'est-à-dire que des fois, on devient super expert d'un petit périmètre, mais du coup, on perd de vue le sens de sa contribution dans toute la chaîne de valeur au sein de l'entreprise. Et moi, je me suis questionnée à titre personnel là-dessus, et c'est là que j'ai été voir Catherine. Et je me suis dit, ok, c'est bien de porter la qualité de vie pour les collaborateurs, mais comment on fait ? Comment est-ce qu'on réconcilie cette vision qui est plutôt du long terme, qu'on la ramène dans du court terme, dans du concret ? Comment est-ce que moi, je peux me servir de tout ce qui me caractérise, qui fait que je suis unique, non pas unique dans le sens supérieur, mais unique dans le sens où ma palette de compétences et d'expertise, elle est différente de celle de la personne d'à côté. Et comment j'exploite ça au bénéfice de la raison d'être de l'organisation. Donc c'est comment je marie la raison d'être de l'organisation et ma raison d'être à moi pour être vraiment alignée et au pleine bourre avec toute l'énergie nécessaire pour avancer. Donc le programme que moi j'ai fait avec Catherine, mon objectif c'est de le déployer dans l'organisation pour que chacun puisse trouver son sens au quotidien et rayonner de toute sa puissance. Et l'alignement entre soi, je pense que c'est vraiment très important, et puis ce qu'on peut faire vis-à-vis des équipes, vis-à-vis de l'organisation. Alors, tu peux nous parler un peu de cette notion d'alignement, parce que le CARE, en fait, impacte directement, on vient de l'entendre. En fait, le CARE, pour moi, ça réintroduit la vision long terme. Alors, ça paraît bizarre quand on regarde les actions à maximum 3 mois, mais donc l'entreprise a sa mission, vision, stratégie. Et en fait, ce que les personnes ne savent pas, c'est que d'abord, c'est chacun sa vérité. Alors évidemment, on a tous 2 jambes, 2 yeux, 2 bras, etc. A priori, on apprend à marcher, etc.
Mais on est tout seul dans notre corps, et de là où on est dans notre corps, on voit des choses différentes. C'est-à-dire que nous, à Lydie, là-bas, on voit qu'il y a un monsieur qui nous prend en photo, mais vous ne le savez pas, et vous voyez derrière nous les diapos, mais à la limite... Voilà. À la limite, on ne sait pas ce qu'il y a sur les diapos derrière nous, puisqu'on ne les voit pas. Donc, on pourrait vous dire, il y a un grizzly derrière nous, on ne sait pas. Mais en même temps, ça nous tétaniserait de peur. Donc, en fait, non seulement on a une vision unique et originale, mais on n'a pas du tout été éduqués comme ça en France. On a été éduqués à chercher le bonheur à l'extérieur de soi. On nous apprend à l'école à nous réduire à un dénominateur commun qui finalement sont des règles de vivre ensemble, et on est bien plus que ça. Comme je dis à mes étudiants de pharmacie sur le cours Travailler ensemble, on a tous un squelette, mais on n'est pas réduit au squelette. Donc le squelette, c'est notre structure formelle, et la chair, c'est l'informel. Et notre sens à nous, c'est notre raison d'être. On a tous une utilité sur Terre. Alors je ne sais plus, je crois que c'était le directeur de la Poste, quand il a dit « on se sent utile », parce que voilà, notre place à chacun, c'est d'apporter notre contribution au monde, mais chacun dans son style. Donc son style, c'est à nous de le découvrir. Donc si on est sur le bon chemin, la vie est un long fleuve tranquille, comme dit un bon film, et tout roule, on rencontre les bonnes personnes, on a les bonnes missions, on est heureux de vivre et on se réalise. Et quand on n'y est pas, sur ce chemin de vie, puisqu'on ne le connaît pas, et en général les gens vous disent « je sais ce que je ne veux pas faire », mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, en fait on a des schémas de répétition, puis des blocages, puis de la fatigue, des syndromes physiques, psychiques et éventuellement des maladies chroniques, voire pire. Donc, les bêtises, puisque Charles-Henri m'a proposé de vous exposer mon cas, je les ai toutes faites. Je dis à 20 ans, je n'écoutais absolument pas mon corps. Je croyais que je sentais rien. D'ailleurs, en fait, je sentais tout, mais je ne l'écoutais pas. Et donc, j'ai tenu un poste dans lequel j'ai absolument excellé, où j'étais appréciée et que je n'aimais pas, et qui m'a coûté un burn-out, qui m'a valu 2 ans d'arrêt brutalement, puisqu'en fait, ça s'est passé au moment où j'ai pris un micro, c'était le blanc dans ma cervelle, je ne me suis plus jamais rappelé. Donc j'étais dans l'industrie pharma, à faire du réglementaire, c'est-à-dire j'étais garant du respect des lois en France à l'international. J'ai essayé de faire coller tout le monde aux procédures en Europe et dans le monde. Et ça m'intéressait quand même d'aller voir les gens, et puis jusqu'à ce que je m'arrête. Et donc quand j'ai redémarré, ma collègue, elle, malheureusement, a eu un cancer et est décédée en 6 mois. Et moi, je me suis dit, je vais redémarrer sur ce qui me plaît vraiment, c'est-à-dire full-time, ce que je faisais déjà depuis 10 ans, psycho, RH, coaching. Donc, je suis tombée dans la mythe d'Astérix en 2003, à essayer à découvrir qu'en fait, on peut mettre des mots sur son ressenti, ça s'apprend, il n'y a pas des gens intuitifs et d'autres pas intuitifs. Tout ça, ça se développe, et que finalement, il n'y a qu'une chose à savoir, c'est, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Parce que ce qui rend heureux, c'est de le savoir et de le réaliser. De retrouver dans le boulot que vous choisissez, ou vous avez, en quoi ça peut nourrir cette mission de vie. Et c'est ça qui fait que engagement et motivation se mettent tout seuls. Les gens travaillent tout seuls, on ne peut pas les arrêter, en fait, quand ils sont sur leur chemin de vie. Et puis, pour ma part, forcément, je suis heureuse. J'ai rajeuni, d'ailleurs. Je fais plus jeune qu'il y a 20 ans, maintenant. Et je partage avec tous ceux qui ont envie. Alors, évidemment, le CARE, c'est basé sur l'envie. Parce que là, on sort du contrôle et du management par la peur, et c'est plutôt basé sur l'envie, sur la confiance, sur l'authenticité, etc. Alors, moi j'ai envie, Philippe, c'était pas prévu, les Philippe A. Alors là, on va un peu le challenger. Cette question de l'alignement, comment ça se traduit à titre, je veux dire, parce que cet intérêt là, que tu as pour tout ce qui est la transformation, etc., comment ça résonne? C'était pas prévu. Non, je sais bien. Mais non, il y a un point commun, c'est qu'on s'est effectivement appuyé sur les neurosciences, sur qu'est-ce qui était naturel. Parce que finalement, on parle de ressources humaines, on va mieux de parler de relations humaines. Oui. Et on s'aperçoit, si vous regardez un petit peu, et les neurosciences, c'est assez récent, ça n'a pas plus de 10 ans, que finalement, tout le monde, on a tous un cerveau, que ce soit homme, femme, et on est bien dans un certain contexte. On est bien dans un contexte de confiance, d'authenticité. On a réussi si bien, d'ailleurs, la race humaine, parce qu'on est ensemble. Et donc, c'est à partir de là qu'on a créé, effectivement, ce concept de management qui s'appelle Management 3.0 sur Internet, qui est en fait le positive management, sur quand est-ce que je suis le plus performant, quand est-ce que je me sens le mieux. Et encore une fois, avec des dimensions différentes, peut-être, quels que soient les territoires, mais avec un dénominateur commun important. Merci. Puis on pourra peut-être éventuellement développer la question d'après, mais alors c'est Lydie qui ne peut pas échapper à la question suivante. Quels sont les facteurs clés de succès
pour développer finalement le care en entreprise? Là, il y a peut-être des exemples. D'abord, c'est de travailler sur soi, parce que je crois que tant qu'on n'est soi-même pas au clair sur qui on a envie d'être, c'est ce que disait Catherine, pourquoi en effet, c'est quoi mon moteur au fond, on va plutôt être en mode de chevaux que Maserati, quoi. Et ce premier travail, c'est ça qui fait qu'après, on peut accompagner les autres sur le même type de chemin. Donc ça, pour moi, c'est le premier facteur. Ensuite, dans une organisation, il faut que les dirigeants les plus haut placés soient non seulement porteurs, mais qu'ils incarnent cette réalité-là. Et nous, on revient d'un séminaire à Berlin avec le top management des 850 dirigeants européens. Et Denis Machuel, notre DG, a pris la parole, et c'était juste... parce qu'il incarne ce qu'il dit. Et donc, partager une vision et s'adresser de cerveau à cerveau, c'est une chose, mais d'avoir envie de suivre quelqu'un, c'est ce mouvement qui est impulsé, c'est pour moi le deuxième facteur clé de succès. Et puis il y en a un troisième, et là je vais vous partager une petite histoire très courte. Quand j'avais 13 ans, j'ai décidé d'arrêter la danse classique et de me mettre au hockey sur glace. J'étais plutôt bonne en danse classique, hein. J'étais à 2 doigts de faire le concours d'entrée pour l'Opéra de Paris. Et mes parents se sont dit... on va la laisser réfléchir un petit peu. Ils ont dit, attends un an, si dans un an tu veux y aller, ok. Et en fait, mon frère faisait déjà du hockey sur glace, ma sœur me tannait pour qu'on en fasse toutes les deux. Moi, j'étais pourrie sur des patins, mais vraiment pourrie. Donc je disais non. Et puis, je sais pas pourquoi, un jour, j'ai dit oui. Et je lui ai dit, mais par contre, on va s'y mettre. Et du jour où je m'y suis mise, j'ai posé c'est pas tellement un objectif, j'ai posé ce rêve. Je me suis dit, un jour, je serai capitaine de l'équipe de France. Il n'y avait pas d'équipe de France. Et j'étais toute pourrie sur des patins. Mais j'ai posé ce rêve et j'ai bossé, j'ai mangé de la glace parce que j'avais tellement envie de nourrir ce rêve que je ne me suis pas fixé de limite. Et au bout de 3 ans, j'étais en équipe de France, et au bout de 4, à 17 ans, j'étais capitaine de l'équipe de France. Et pour moi... Merci, mais ce que je veux partager là, c'est surtout que c'est important d'avoir des rêves. Et que ça, je l'ai oublié un moment, parce que quand on devient adulte, on oublie un peu ses rêves. On se dit, ouais, il faut être sérieux, faut être... c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le français, comment on se configure, comment on se met des limites, en fait. Et je me suis rappelé de ça quand j'ai connu un crash personnel et professionnel, où en même temps, je divorçais, et il y avait une réorg dans l'entreprise, et j'avais plus de poste. Et là, je me suis dit, ok, bon, une fois passé je suis au fond du seau, et c'est horrible ce qui m'arrive. Je me suis dit, c'est le moment parfait pour réinventer ma vie. Et de quoi je rêve? Et là, je me suis dit, je rêve d'un job où je pourrais faire de l'innovation, je pourrais faire des choses pour aider les gens, et ça serait plein de projets en même temps, parce que j'aime pas quand c'est monotache, je trouve que c'est lourd. Et allez, 6 mois après, j'avais le DRH qui déboulait dans mon bureau pour me proposer quelque chose qui était pas loin. Et je lui ai dit, ouais, c'est pas mal ton truc, mais laisse-moi l'ajuster. J'avais fait ma liste de courses, de tout ce que je voulais, en me disant, il va en garder 3 sur les 8. Et ben non, il a dit oui à tout, parce que moi j'étais alignée, parce que moi j'y croyais, parce que je savais que je pouvais être bonne là-dedans, et que ça allait être du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc voilà, mon dernier facteur clé succès, c'est d'avoir des rêves et d'oser. Donc, si je résume, c'est travailler sur soi, avoir des patrons qui montrent l'exemple, cohérence, discours et acte, et puis l'histoire personnelle, le rêve. C'est ça? Oui, c'est ça, tu l'as bien. Très bien, prenez, donc là vous avez pris tous des notes et vous allez développer le care. Alors, évidemment, maintenant on va parler de choses un tout petit peu concrètes, de réalisations. Quelles sont les réalisations, alors un peu plus tournées évidemment sur le plan RH. Philippe Queneau, chez Bouygues. Qu'est-ce que vous avez fait, cher Philippe? Ça, c'est moi, c'est mon tour. Alors, quand vous êtes dans une entreprise, enfin dans une grande entreprise, vous avez à peu près, c'est probablement le cas pour certains d'entre vous, mais ça marche aussi dans les startups ou dans les entreprises plus
de taille plus réduite. Je pense qu'on essaye, enfin en tout cas dans les entreprises, on essaye toujours d'offrir à nos collaborateurs les meilleures conditions de vie. Alors est-ce que les conditions de vie font partie du CARE? Et moi je pense qu'évidemment ça en fait partie. Mais à un moment donné, quand ça fait plusieurs années que votre entreprise existe et que vous avez fait quand même pas mal de choses et que vous avez installé le baby-foot, la conciergerie, la boulangerie, la livraison des légumes directement livrés dans la voiture, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin vous voyez la litanie de tout ce qu'on peut mettre pour avoir des collaborateurs qui soient le plus satisfaits possible. À un moment donné, finalement, vous vous retrouvez avec des enfants quasi gâtés. En tout cas, c'est ce qu'on leur dit quand ils continuent de réclamer toujours plus. Et il faut bien qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'équilibre dans tout ça. Et à un moment donné, vous vous dites, ok, alors je remplace le baby-foot par la table de ping-pong sous réserve d'avoir la place. Enfin, est-ce que c'est ça qui va faire que mes collaborateurs vont avoir le sentiment que je m'occupe d'eux et que le care est quelque chose enfin vraiment une attention que je mets à leur égard. Et finalement, on a une de nos filiales, Bouygues Immobilier, qui a plutôt des locaux, évidemment. C'est un promoteur immobilier, donc il est plutôt bien servi côté locaux. Et en revanche, il s'est dit comment je peux accroître encore ce niveau d'attention. Et ils ont fait quelque chose qui est finalement assez simple. Ils ont posé des questions à leurs collaborateurs. Et les questions, c'est simple, c'est qu'est-ce qui vous enquiquine au quotidien? C'est quoi les irritants? Alors, c'est pas très compliqué, c'est pas super techy, encore qu'ils ont fait tout ça à base enfin, ils récupèrent les réponses avec le smartphone. Donc ça, c'est le côté digital de la question. Mais l'idée, c'est de dire, finalement, c'est quoi le souci que vous pouvez avoir au quotidien pour lequel je pourrais encore avoir un peu plus d'attention vis-à-vis de vous. L'idée, c'est pas d'en rajouter. L'idée, c'est simplement de dire, il y a des trucs tout bêtes. Vous avez la malchance que votre bureau soit installé à proximité de l'imprimante. Et il y a encore des boîtes dans lesquelles on imprime. Et une imprimante, ça fait un peu de bruit, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui viennent chercher le papier, il faut en remettre dedans, et puis quand elle imprime, elle fait un peu de bruit. Et donc la question, c'est comment on réfléchit à éloigner, ou en tout cas à la positionner de manière différente. Alors vous allez me dire, oui, c'est sûr qu'avec ça, il n'a pas inventé l'eau tiède. Mais cela dit, à un moment donné, quand vous êtes à un bon niveau, après, ce sont des choses simples. Et la vraie difficulté, c'est de faire finalement des choses simples alors qu'on s'est complexifié la vie et on a cherché des choses de plus en plus techniques et technologiques au fil du temps. Et je pense que le coup d'après, c'est juste l'attention, l'écoute, faire parler ses collaborateurs, écouter leurs besoins. Et les besoins, très souvent, c'est pas très très compliqué à les satisfaire. Merci. Alors, on avait prévu Jérôme, une belle histoire. Alors, juste du côté BPCE, il y a plein d'actions différentes. Moi, je voulais faire le focus sur une histoire aussi, qui est de se dire, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de frontières entre la vie pro et la vie privée. Et il s'est trouvé qu'il y a 4 ans, au 5e étage du siège du groupe BPCE, on a eu 5 femmes qui ont eu un cancer du sein en même temps. Et elles se sont dit, finalement, l'entreprise ne fait pas grand-chose pour nous. En fait, on est malade, on est en dehors de l'entreprise, on n'est plus malade, on est dans l'entreprise. Et puis la maladie, c'est plutôt de la sphère privée et pas tellement de la vie professionnelle. Or, malheureusement, chaque jour en France, 1000 personnes apprennent qu'elles ont un cancer. Et nous avons 10 millions de personnes en France qui sont atteintes d'une maladie chronique ou invalidante. Et donc aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus faire l'impasse de se dire la maladie, ça ne nous concerne pas, la maladie, c'est la sphère privée. Non, la maladie, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Et comme on aime bien les choses très concrètes et pragmatiques, on s'est dit comment on peut plus avoir une attention envers ces personnes-là. Et c'est non seulement ces personnes-là, mais c'est les collègues de ces personnes-là, c'est les managers, c'est les RH. Et donc on a fait des groupes de collaborateurs, donc 5 groupes, un groupe de collaborateurs touchés eux-mêmes, un groupe des collègues, un groupe des managers, un groupe RH et un groupe des médecins du travail. On s'est dit finalement collectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une attention plus forte pour ces personnes-là. Il en est ressorti des choses en fait extrêmement pragmatiques. Des personnes se sont dit quand on est touché par la maladie, on se pose des questions. Finalement, quel va être l'impact sur ma rémunération comment je vais pouvoir concilier traitement et vie professionnelle. Donc plein d'astuces très simples et plein de petites bonnes pratiques en fonction de vous déclarez votre maladie à la sécurité sociale, vous êtes pris en charge à 100% ou non. Et donc on a fait des guides très simples, très pragmatiques qui se posent des questions de voilà, je suis atteint de la maladie,
je me pose la question et je trouve ces réponses-là. Donc on a fait un guide pour les collaborateurs et on a fait un guide pour les managers, parce que souvent les managers étaient déboussolés en disant quelle posture avoir face à quelqu'un qui m'annonce qu'il a une maladie chronique ou un cancer. Donc là, c'est Anne Lati qui est dans la salle, qui a piloté ça au niveau du groupe BPCE. Et ça a un impact extrêmement fort parce que ces guides sont déployés dans l'ensemble des entreprises du groupe, des 106 000 collaborateurs. Ça relève des valeurs de fierté. Les collaborateurs se disent « mon entreprise, c'est bien, elle s'occupe de moi » et puis elle s'occupe. Et tout le monde est touché de près ou de loin par rapport à ça. Et là, nous allons publier dans quelques jours le guide sur les aidants familiaux, parce que dans cette même logique, nous avons 8,5 millions d'aidants familiaux en France, et c'est un enjeu justement d'attention envers des collaborateurs. Donc c'est une démarche un peu innovante sur laquelle je voulais partager avec vous. Nous sommes au niveau des entreprises du groupe BPCE membres d'une association qui s'appelle Cancer at Work, et qui est là pour partager les bonnes pratiques sur cette thématique-là, et je pense que ça fait complètement partie du CARE. Et c'est le fait de mêler la vie pro et la vie privée. Maintenant, il n'y a pas deux mondes, les deux mondes sont ensemble. Oui. Et puis, samedi dernier était la Journée nationale des aidants. Très bien. Bravo pour la BPCE. Philippe, l'autre Philippe, tu veux nous en dire, c'est Philippe Axus, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cette approche positive que tu as juste évoqué tout à l'heure? Non, mais mon voisin, je crois qu'il met le doigt sur un truc important, qui est effectivement comment est-ce qu'on prend soin de ses collaborateurs. BNP Paribas vient de signer un accord monde. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 200 000 collaborateurs. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des différences énormes entre le soutien maladie, le nombre de mois, par exemple, pour une femme qui est en congé maternité, l'ensemble des points sur tout ce qui était harcèlement, etc. Tout ça, on a aligné, on a créé un contrat monde, donc qui vaut aujourd'hui pour l'ensemble des 200 000 collaborateurs, qu'il n'y a plus de différence, quelle que soit, et on les aide effectivement dans les mobilités, etc. Donc ça, c'est le premier point, et c'est quelque chose, notamment pour BNP Paribas, qui est assez connu en termes de responsabilité sociale, etc., environnementale. Je pense que c'était bien d'aligner tout le monde. Parce que quand vous visitiez des pays, ce n'était pas du tout les mêmes conditions. Ouais. Aujourd'hui, voilà, tout le monde est aligné là-dessus. Pour revenir sur le sujet du positive management, quelque chose qui en fait rejoint ce que vous disiez, Philippe C., c'est-à-dire qui était en fait être à l'écoute du collaborateur. On s'est aperçu que l'ensemble des programmes en fait managériaux, qui s'adressaient surtout aux managers, en termes de changement, de courage managérial, de transparence, de délégation, empowerment, de confiance, etc. Mais que c'était difficile de le faire ressortir au niveau des employés. Donc on a créé ces fameuses Positive Management Week, dont je suis fier, parce que c'est une action de mon équipe, où tout simplement on met le manager et ses collaborateurs en réunion, et ils définissent eux-mêmes quel va être leur plan d'action pour instaurer le management positif chez eux. Le management positif, c'est délégation, je fais confiance, la sharing culture, je fais du continuous feedback, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites choses, on parlait tout à l'heure de petits sujets qui ressortent et qui viennent directement de l'équipe. Et ça permet vraiment de les engager et en fait, qui mettent sur la table une notion de confiance et des sujets qu'ils n'abordent pas habituellement. Il y a très peu de réunions d'équipe aujourd'hui où les gens parlent simplement de la façon de manager, de la façon dont fonctionne l'équipe. En général, c'est plus du business as usual, c'est sur les problématiques, c'est sur les changements, mais pas cela. Voilà, donc c'est une notion toute simple, finalement, c'est juste d'écouter les autres. C'est une première démarche dans des institutions dont on sait qu'elles sont par essence un petit peu bureaucratiques. Et donc on remet un peu... Non, mais ce n'est pas une critique, c'est le monde de la banque a toujours été construit sur des modèles bureaucratiques. Alors, dernière question avant de laisser la place à la salle, tu vois, les questions à la salle, c'est finalement la question du CARE qui est posée par l'association Esprit de Service France. En quoi, finalement, il y a un lien direct, s'occuper... Alors, on a surtout parlé des personnes, des collaborateurs. On a parlé dans la journée aussi des clients, c'est-à-dire des autres. Donc, quel est le lien que vous voyez? Alors, c'est une réponse, moins d'une minute chacun sur ce... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Jérôme? Alors, moi, je vais juste commencer pour dire que s'occuper des collaborateurs, c'est des collaborateurs heureux et bien, égale des clients heureux et bien. Alors, nous, dans le monde de la banque, on l'a montré, on l'a prouvé.
C'est-à-dire que plus les collaborateurs sont engagés et heureux, mieux les clients sont satisfaits, plus le produit net bancaire, qui est le chiffre d'affaires en banque, est élevé. Donc en fait, c'est un triptyque gagnant. C'est être au service de ses collaborateurs pour être au service de ses clients finaux. Très bien. Philippe? Rien de nouveau. Voilà, si vous avez des collaborateurs qui se sentent bien, eh ben, ils ont une notion de service qui est bonne, tout simplement. Voilà, ça nous arrive tous d'avoir un simple sourire, ça change tout. Voilà. Lydie? Ouais, c'est une histoire de cœur. Tu parles du sourire. Tous les midis, quand je vais déjeuner, il y a une caissière qui, quand elle me voit arriver, fait « Ah, t'es là, comment ça va ?» Alors elle m'appelle mon petit chou, mon petit chat. Puis qu'on soit DG ou qu'on soit au contrôle de gestion, peu importe, elle a toujours un petit nom comme ça. Et ben, ma qualité de vie, à ce moment-là, c'est ce sourire, c'est cette impression d'être vraiment unique, de ne pas être juste un numéro de badge, mais d'être une personne. Et forcément, des gens qui se sentent uniques dans leur organisation ont cette capacité à faire en sorte que les personnes qu'ils reçoivent se sentent uniques à leur tour. Merci Lydie. Catherine. Le travail est vraiment un outil de développement de soi, de développement de l'identité au même titre que les relations amoureuses. Donc je trouve qu'avec le management du care, on est en plein dedans. Donc on va peut-être enrayer les séries de burn-out et suicides qui s'étendent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des besoins de la pyramide de Maslow, en fait, les 4 besoins fondamentaux des êtres humains qui cherchent tous le bonheur, chacun dans son style, c'est l'attention, donc on y est avec le care, l'affection, rebelote encore avec le care, l'appréciation, encore le care, et l'acceptation de ce qui est. Et moi, j'ai envie de finir juste par non, avant de finir, je pense que l'entreprise a vraiment son rôle de RSE à jouer là-dedans, et même un rôle de faire grandir l'entièreté de la société, y compris au niveau de la santé. Et je terminerai juste par la citation de Khalil Gibran dans Le Prophète, « Le travail et l'amour rendu visible ». Bravo. Philippe. Comment conclure après ça, Après Khalil Gibran, c'est compliqué. J'aurais dû parler l'avant-dernier. Bref, peut-être deux mots qui ont déjà probablement été cités. Pour moi, le care, et en tout cas vraiment les choses qui le définissent au mieux, c'est d'une part le respect. Le respect étant le respect réciproque, soit le respect des clients, soit le respect de vos collaborateurs quand vous êtes en position managériale. Et puis le deuxième, c'est la confiance, avec peut-être un changement une inversion du fonctionnement sur la confiance. Moi, je me souviens quand j'ai démarré ma carrière il y a quelques années maintenant, on me disait la confiance, ça se mérite. Et donc, quand la confiance, ça se mérite, vous courez après la confiance, puis c'est un peu comme la carotte, qu'on vous avance toujours, puis au moment où vous allez l'attraper, crac, elle va un petit peu plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un mode dans lequel c'est donnons la confiance a priori, parce que la confiance a priori, vous savez que vous l'avez tout de suite, et c'est quelque chose de tellement fragile que vous n'avez juste pas envie de le casser, pas envie de le perdre, et ça vous donne des collaborateurs qui sont embarqués tout de suite, plutôt que des collaborateurs qui courent après un Graal, qui pour certains, si vous avez des managers un peu tordus, vous ne finissez par jamais avoir, et là je vois des sourires, donc je pense qu'il doit y avoir ils ne doivent pas être trop loin de quelques vérités. Voilà, donc c'est les deux, respect, confiance. Merci. On peut avoir une petite dizaine de minutes. Je suis désolé, Président, on peut 10 minutes parce qu'on était un peu en retard. Alors je vais passer. Bon, je voudrais juste, avant la première question, évidemment, qui est toujours la plus difficile, dire qu'il y a ce qui est très intéressant, je trouve, ce qui se passe avec évidemment ce thème aujourd'hui. Écoutez, en moins d'une semaine, j'ai été présent dans 4 manifestations qui toutes parlent de bienveillance, de prendre soin, de burn-out, ça c'est le mauvais côté, comment on gère le burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, le care, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que vraiment cette question de l'attention, la question de l'attention aux personnes et aux clients devient centrale. Et ce que tu disais sur la dimension informelle, formelle, etc., je veux dire, on le dit depuis tant d'années, ce que je disais tout à l'heure sur Michel Crozier, la question du pouvoir, c'était l'irruption de l'informel dans l'organisation, c'était en 63 qu'il évoquait ça, mais on parle que de ça aujourd'hui. Et je crois que le management, ça va être de plus en plus compliqué. Bon, alors, qui veut prendre la première question? Je ne vois pas arriver sur Talk4, mais des questions, mais on va le faire en direct live. Il y a une personne au fond. Et puis alors, effectivement, Talk4, tu as les questions? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos exposés divers.
Je suis Guylain de la Fournière, je travaille dans un cabinet de conseil et en fait, on est une petite PME, nous. Et en fait, la problématique du care dans une entreprise comme la mienne, elle n'est pas forcément aussi évidente que ça, même si on a une vraie problématique d'attractivité. Donc on a mis le baby-foot, on a mis tout un tas de choses en place, que vous avez évoquées d'ailleurs de manière ironique, et je vois vous sourire à votre tour, donc voilà. J'ai personnellement eu l'occasion de mettre en place un projet, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, un projet qu'on appelle Weaveness, qui consiste en gros à investir dans le domaine, on va dire, du bien-être au travail au service de la performance de l'entreprise. L'objet de ma question n'est pas de me focaliser sur cette expérimentation, mais plutôt de vous faire part d'un retour d'expérience qui était qu'il a fallu convaincre les patrons de se lancer dans ce genre de démarche. Et j'ai entendu notamment chez BPCE un ROI, vous êtes le seul à avoir évoqué la question du ROI. J'aimerais entendre les autres intervenants sur cette question du ROI, parce que ce qui m'a été largement rétorqué à cette question, c'est OK, quel est le ROI, surtout dans un métier comme le conseil, où il y a une rotation très régulière des effectifs, donc j'investis dans le collaborateur, mais il s'en va. Bref, je reviens sur la question du ROI. Et donc ça, c'est la première question. Quel ROI? Et deuxièmement, la deuxième question, c'est est-ce que ça s'applique à toutes les structures? Parce qu'on a des grandes sociétés ici, mais finalement, parfois, une petite PME, c'est peut-être plus compliqué. Vas-y, Philippe, tu veux répondre? Oui, je veux bien répondre au ROI, parce qu'avant de faire des ressources humaines, je faisais de la gestion compta-finance. Voilà, donc je suis un RH qui comptait avant. Donc je suis sensible au ROI, sauf que depuis que je fais des ressources humaines, j'ai toujours eu une difficulté extrême à proposer à mon patron un ROI, ce qui d'ailleurs avait ce qui le fâchait quand je venais lui demander des choses. Je pense que le meilleur ROI pour les ressources humaines, c'est quoi? C'est d'une part de réussir à attirer des talents, et là vous l'avez cité, et c'est pas une question de taille. Encore une fois, vous pouvez être très attractif dans des PME, dans des startups. Startup, qu'est-ce qu'elle promet finalement? Elle promet du rêve, elle promet de la croissance, éventuellement un enrichissement si tout va bien. Enfin, il y a quand même 90% des startups qui vont pas très loin. Donc ça c'est le premier point. Et après le ROI, c'est donc j'attire, je fidélise, et j'ai pas des collaborateurs qui tournent et qui partent les uns les autres. Alors quand vous parliez, puisque c'est moi qui ai parlé du baby-foot, donc je veux directement vous répondre. L'idée n'est pas de, en fait, quand vous installez un baby-foot dans votre entreprise, vous l'installez pas simplement parce que vous pensez que ça va vous permettre d'attirer des candidats de qualité meilleurs parce qu'ils savent jouer au baby. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, les candidats, quand ils regardent votre entreprise, il y a deux sortes d'entreprises. Il y a celles qui vivent dans leur temps, dans leur époque, et qui ont probablement, avec un peu d'effet de mode, et là c'est le côté négatif de la force, vous installez le baby-foot, mais l'idée c'est quoi? C'est quand vous êtes une grande boîte, quand vous êtes une boîte moderne, il y a des choses que vous devez avoir. Vous devez avoir une cantine, vous devez avoir un baby-foot, vous devez avoir un certain nombre de choses. Si vous ne l'avez pas, vous prenez juste le risque que certains ne viennent pas à cause de ça. C'est juste dommage parce que je vous assure qu'un baby-foot, ça coûte moins cher qu'une chasse de tête. Donc de temps en temps, il faut savoir investir, même si c'est un peu la mode, et même si le ROI sur le baby-foot, je vous assure qu'il est absolument pas au rendez-vous, parce que certains sont très forts et gagnent et restent longtemps au baby-foot. Donc ça, c'est le deuxième effet négatif du baby-foot. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. La réponse courte, tu veux dire? Oui, moi je veux bien compléter. Moi, quand on me demande ROI, je dis sur quelle durée? Parce qu'en effet, si c'est immédiat, l'être humain n'est pas un interrupteur. Et donc, forcément, dès qu'on parle de l'humain, c'est sur la durée. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on veut des entreprises pérennes ou pas? Donc, quand j'entends certaines grosses sociétés dire que la moyenne d'âge de départ des sociétés, alors qu'avant, les gens restaient à vie dans cette boîte, c'est 31 ans, ça fait un peu dommage. Et j'ai d'autres collègues qui sont dans des gros cabinets d'audit internationaux qui me disent je suis effondrée parce qu'on recrute des grandes écoles et au bout de 4 ans, ils nous plaquent, ils ne vont même pas à la concurrence. Sous-entendu, tout ce que j'ai fait pour les former ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir une baraque à frites ou prendre un catamaran à la plage au large de la Sicile. Et ensuite, je leur montre des mesures qui n'ont rien à voir avec le ROI, mais là j'explique côté neurosciences, et je travaille notamment avec des physiciens quantiques de la faculté de Saint-Pétersbourg, et j'ai une machine que Lydie a testée d'ailleurs, ce qui me permet d'avoir des gens mais réfractaires à tout ça, qui arrivent d'ailleurs, qui disent je déteste les psys. Je dis pourtant j'en suis une, oui, mais toi c'est pas pareil. Et donc je leur mesure leurs énergies, je leur montre en joule exactement avant après la séance, ils voient où sont leurs chakras, quand ils sont avec quelqu'un, comment ça peut faire grossir ou diminuer l'énergie qu'ils dégagent. Et voilà, j'ai un article écrit pour la revue Soins qui sort en novembre où j'explique en 3 pages, donc c'est un peu résumé, mais
ce genre de choses. Je crois que vous l'aurez sur le site. C'est bon? J'avais écrit un autre article d'ailleurs du genre « Pourquoi attendre de faire un burn-out pour commencer à s'occuper de soi ?» Très bien. Moi, je veux bien répondre vite fait à la question sur la taille. Oui. On sait que la taille, c'est pas important. C'est pas une question d'être gros ou d'être petit. C'est comme si parce qu'on est trop grand, on n'a pas le droit d'être amoureux ou on est trop petit, on n'a pas le droit au bonheur. C'est pas une question de taille. Le care, c'est une question de cœur. Absolument. C'est bon ça, non? Et le chant cardiaque, ça se mesure. La variabilité du rythme cardiaque, ça se mesure juste. Une autre question. Ah bah il n'a pas donné pas de réponse. C'est bon? On ne parle pas de ROI en RH. Je confirme, parce que je viens d'un métier de retail. Une question. Effectivement, c'est tous les jours. Là, on parle plutôt d'attirer et de retenir les collaborateurs. Et pour ça, eh ben, c'est pas simple pour nous, les grandes entreprises, mais c'est pas simple non plus pour les grands cabinets de recrutement. Et l'autre jour, j'étais un grand cabinet de conseil. Et l'autre jour, j'étais à un salon où il y avait justement, on parlait du recrutement, et les gens d'Accenture et autres se plaignaient, pardon pour les avoir cités, d'être en difficulté pour recruter. Non pas parce qu'ils allaient dans les grandes entreprises, dans les banques, etc., mais parce qu'ils allaient dans les start-up. Donc vous êtes finalement les mieux lotis, j'ai l'impression. Voilà. Oui. Je tiens à vous dire que l'esprit start-up, on le trouve dans des entreprises assez grandes, puisque je cite souvent l'exemple de l'entreprise qui a été copiée par Google. Tout le monde parle de Google, mais personne ne parle d'une entreprise américaine qui a aujourd'hui 15 000 salariés, qui depuis 41 ans fait tous les programmes de bien-être, etc., 4 fois moins de turnover que les autres, dans le même secteur de l'informatique, et elle s'appelle SAS Institute. Et toujours classée dans les best places to work. Donc, si vous voulez, il n'y a pas besoin, mais simplement, il y a une grande cohérence. Le patron, comme on le disait tout à l'heure, l'authenticité du dirigeant. Alors, il y avait une question, là. Oui, pensez-vous que, à l'aube de la réforme sur la formation, c'est une opportunité pour que le CARE soit diffusé dans les entreprises? Question concrète. Qui veut répondre? Jérôme. Non, j'ai pas d'avis forcément marqué, donc Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre, j'en diffuse une sur une formation avec les chevaux, mais il y a de plus en plus de formations sur l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, j'en forme j'ai une quinzaine de sociétés du CAC 40 qui commencent à regarder ça, mais qui se posent des questions. Et ils sont frileux, ils y vont, hein, mais vraiment avec un doigt de pied. Et je me pose des questions, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Simplement, je pense que la RH est mise aujourd'hui sous les feux de la rampe. Je parlais tout à l'heure de recrutement, en fait, ressources humaines, recrutement. Là, on est plus quand même sur la partie développement. Hein, c'est préparer les entreprises à demain avec tout ce qui est intelligence artificielle et autres. Et ce qu'on dit aujourd'hui, vous le savez très bien, c'est que ce sont les soft skills qui doivent émerger plus que... Alors, bien entendu, on devrait parler du CARE. Voilà. Moi, je veux bien rajouter quelque chose. On peut appeler ça formation pour des histoires de budget, si vous voulez, hein. Mais en tout cas, certainement pas de e-learning là-dedans, parce que ça m'effondre hein, quand je fais des formations sur écouter des salariés en difficulté pour pas qu'ils se suicident et qu'on me dit on va faire du e-learning là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les gens n'ont rien compris, quoi. Donc à un moment, il faut comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi la qualité de vie, et ensuite comment ça s'applique au travail. Donc on peut lire des bouquins, on peut faire des formations techniques là-dessus, mais ça va être 5% de la formation. Après, c'est se développer soi. Et ça, c'est vraiment au moins en présentiel, même si c'est des grands groupes de 1000 personnes, pourquoi pas. Mais en face à face, où l'énergie, elle circule entre les gens et qu'on sent quelque chose. Et Catherine, je te rassure tout de suite, il y a 20 ans, nous les profs, on était très inquiets par les premiers développements du e-learning. On s'est dit, non, on n'aura plus personne. On n'a jamais vu autant de personnes dans nos groupes, etc. Pourquoi? Parce que les gens, c'est ce que disait tout à l'heure Thierry, recherchent de la relation. La relation. Oui, oui, non, mais tout à fait. Oui. Alors, peut-être la dernière question pour essayer de respecter l'horaire, parce que le président et Marie sont... Est-ce que vous avez une dernière question? J'ai pas de question, mais je voudrais dire que je partage l'avis de Catherine et que dans tout ce qui est care, tout ce qui est émotion, on ne peut pas imaginer de travailler avec des e-learning. C'est impensable. Très bien. Voilà. Voilà. Bravo. Ouais, c'est clair, c'est comme d'habitude.